Au cours des dernières années, nos habitudes de consommation de films ont radicalement changé. Non seulement nous regardons les films différemment, mais nous choisissons aussi différemment ce que nous allons regarder. Commentaires de quelques lignes sur Allociné, stories postées à peine sorties de la salle de cinéma, il n'a jamais été aussi facile et rapide d'accéder aux recommandations des internautes sur un film. Alors que tout le monde peut partager son opinion, comment les critiques de cinéma peuvent encore se rendre audibles et visibles auprès du grand public ? Qu'est-ce qui définit la critique ? Quelle est sa valeur ajoutée ? Pourquoi est-il important de la protéger ? Et en quoi est-elle indissociable du cinéma ? Pour explorer ces questions, nous recevons aujourd'hui Éléonore Colson, du podcast Les filles qui en savaient trop, et Élie Mastorou, critique et journaliste cinéma. Vous écoutez Entre deux prises, le podcast du FIF Namur qui va à la rencontre de celles et ceux qui réinventent le cinéma. Eh bien, bonjour à toutes les deux. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Éléonore et je fais partie du podcast Les filles qui en savaient trop et je suis également programmatrice au festival Offscreen. Je m'appelle Élie Mastorou, je suis critique de cinéma indépendante, notamment pour le journal L'Avenir et la revue Surimpression, et je suis présidente de l'Union de la presse cinématographique belge. En parlant de Surimpression justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment la revue est née, à quelles envies, à quels besoins est-ce que la création de Surimpression répondait ? Alors oui, Surimpression a été lancée en fin 2022, en octobre, par Adrien Corbel et Kevin Giraud, qui sont des journalistes et critiques de cinéma et qui ont réuni autour d'une équipe diverse et variée de critiques de cinéma indépendants, dont moi. Et ça répondait tout simplement déjà à l'envie de recréer une revue dédiée au cinéma exclusivement en Belgique francophone, parce qu'il y en a eu avant Surimpression, mais il n'y en avait plus depuis quelques années. Et oui, comme les cahiers à l'image de revues de cinéma qui existent en France, comme les cahiers du cinéma, Positif, Première, Studio, il y avait une envie de recréer une revue qui parle uniquement de cinéma. Une revue gratuite aussi, c'était un défi aussi. On est distribué dans tous les centres culturels et cinémas de Belgique francophone et même à Gand. Puis je pense aussi, les critiques de cinéma, justement de notre génération, on multiplie les clients pour pouvoir vivre. Et donc c'était aussi la création d'un média supplémentaire, d'un espace supplémentaire dédié au cinéma. Et de ton côté, Éléonore, tu as cofondé le podcast Les filles qui en savaient trop avec Judith Morizet. Oui. Et ta sœur, Clotilde Colson. D'où est née cette envie ? Alors, elle est née peut-être d'un peu une frustration, justement, de par la voie professionnelle que j'avais choisie, de ne pas avoir un projet lié à l'artistique. Donc moi, j'ai étudié le droit. Donc je suis juriste et j'ai travaillé un peu dans la distribution de films, mais justement, ça ne me permettait pas d'être complètement épanouie parce qu'on est dans le côté industrie du cinéma et Judith travaille avec moi aussi dans cette société de distribution. Et on s'est dit un jour, pourquoi pas tout simplement créer notre propre projet. Et voilà, même si on a l'impression qu'on n'est pas des pros, on fait vraiment ça juste parce qu'on a envie de partager ce qu'on partage quand on sort du cinéma, notre passion pour le cinéma et donner envie aux gens d'aller au cinéma surtout. On s'est dit, pourquoi pas faire ce podcast. Et je pense que de mon côté, il y a aussi eu un jour un tweet que j'avais vu passer disant tiens, il y a plein de podcasts cinéma masculin et il n'y en a pas avec des filles. Et il n'y en a pas avec que des filles surtout, parce que souvent, il y a une fille dans un podcast de garçons. Et en fait, je trouvais que c'était cool aussi de se dire qu'on pouvait mener ça à trois. Et avec ma sœur, on est devenus un peu cinéphiles ensemble, donc c'était tout naturellement aussi qu'on avait envie d'avoir ce projet ensemble. Et donc c'est comme ça qu'est né Les filles qui en savaient trop. Et comment est-ce que tu le présenterais à quelqu'un qui n'a jamais écouté votre podcast ? Quel est l'angle, la particularité de ce podcast ? Alors, donc chaque mois, on revient sur environ 3-4 films d'actualité, qui sont à l'affiche. Et on donne un avis très, on va dire, subjectif. Et justement, c'est intéressant qu'on soit ici avec Élie, qui est critique de cinéma.
on n'estime pas qu'on est des critiques de cinéma. On n'essaye pas en fait de donner une analyse trop approfondie, d'essayer de donner trop de références. On essaie de s'adresser à un public assez large, mais de rester quand même, voilà, d'avoir un débat, de quand même parler vraiment du film, de ses qualités techniques, artistiques, etc. Mais on essaye que ça reste vraiment accessible et que ce soit plutôt une discussion entre nous, une conversation. Enfin, voilà, on n'a pas fait des études pour être journaliste, pour être critique de cinéma ou autre. Donc on avait envie d'avoir un cadre assez relax en fait et parler un peu entre nous des films qui nous ont fait vibrer et ceux qu'on a peut-être moins aimés aussi. Et voilà. Tu dis que tu n'es pas critique de cinéma, alors je vous pose la question à toutes les deux, c'est quoi être critique de cinéma ? C'est quoi votre définition ? Moi, je serais curieuse justement d'entendre Éléonore, vu qu'elle ne se définit pas comme critique de cinéma. Donc, comment tu le définis et pourquoi tu considères que tu ne rentres pas dans ces critères ? J'ai l'impression que critique de cinéma, c'est un métier. Alors que critiquer un film, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut donner un avis sur un film, en sortir et dire ce qu'il en a pensé. Alors que être critique de cinéma, déjà pour moi, c'est assez lié aussi à l'écriture. Parce que moi, personnellement, je ne pratique pas du tout. Et Judith et Clotilde non plus, en fait. Je pense que voilà, il y a une façon aussi de placer le film dans un contexte peut-être historique ou en tout cas lié à la société qu'un critique de cinéma va peut-être apporter parce que c'est un vrai travail de recherche. Moi, je ne minimise pas du tout ce que c'est, justement, d'écrire un article sur un film, d'apporter un éclairage, de choisir les mots pour partager son ressenti. Là où critiquer un film, ça peut justement se faire à l'oral, par la voix du podcast. Je pense que c'était ça qui nous intéressait aussi, c'est que ça peut traduire un ressentiment, un état d'esprit, la voix, les fluctuations, les intonations peuvent transmettre en fait quelque chose sur le plaisir qu'on a eu à voir un film ou pas. Là où un critique de cinéma, je trouve que c'est un métier beaucoup plus... Voilà, il y a évidemment beaucoup de critiques qui font pas uniquement que des écrits, il y a des émissions, il y a aussi des critiques de cinéma professionnels qui se lancent dans des podcasts. Mais pour moi, il y a un peu une différence aussi liée à ça, à l'écrit et à la formation qu'il y a derrière, qui est aussi celle d'un journaliste, qui est aussi celle peut-être de quelqu'un qui a étudié les lettres, ou peut-être que le podcast, et ce qu'on fait nous en tout cas, est plus lié à notre passion et à quelque chose de peut-être plus léger et moins professionnel, quoi. Élie, tu hoches la tête ? Oui, il y a des choses intéressantes dans lesquelles je rejoins Éléonore, mais pas que. C'est vrai que le rapport à l'écriture est quelque chose qui définit beaucoup et qui a défini beaucoup notre métier de critique de cinéma, notamment parce que depuis le début, la naissance du cinéma, les premiers médias qui ont commenté les sorties cinéma, c'était des journaux fatalement. Donc c'est vrai que le métier critique se définit ou s'est défini d'abord beaucoup par le rapport à l'écriture et c'est paradoxal parce qu'à la fois il n'y a pas d'études de critique de cinéma, il n'y a pas une formation spécifique pour ça, mais c'est vrai qu'en général les critiques de cinéma ont un background d'études plutôt artistiques, mais moi par exemple j'ai étudié l'histoire de l'art et les arts du spectacle, j'ai un master en analyse et écriture cinématographique et pour moi le critique de cinéma, c'est un mélange de subjectivité et d'objectivité. Parce que bien sûr, c'est un avis, on nous demande un avis subjectif, mais à partir d'une analyse d'un médium qui a ses qualités objectives, qui a son langage. Le cinéma, voilà, c'est un montage, c'est une image, c'est un scénario, ce sont tous ces éléments qui constituent le langage cinématographique. Et ça nécessite pour moi effectivement avoir un minimum de capacité de les connaître, de les analyser et de les mettre en perspective par rapport à l'histoire du cinéma, parce qu'aucun film ne sort indépendamment d'un contexte et d'un contexte cinématographique et d'inspiration. Vous considérez toutes les deux qu'il est quand même nécessaire d'avoir une formation pour pouvoir se dire critique. Mais moi, dans mes études que j'ai faites d'analyse et d'écriture cinématographique, c'est sûr qu'on a appris beaucoup de choses, mais je pense pas que ce soit des choses qui sont inaccessibles à quelqu'un qui est passionné, cinéphile, qui va tout le temps voir des films, qui va lire des revues et des ouvrages sur le cinéma tout le temps et qui est passionné et qui est cinéphile. Pour moi, voilà, c'est tout aussi valable. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité de faire ces études-là, et donc pour moi, ça devrait pas être un critère d'exclusion, en tout cas. C'est vrai que peut-être quand on a un background plus entre guillemets artistique ou lié au cinéma, on a plus facile. Ma petite sœur, par exemple, Clotilde, elle a étudié le scénario, elle est réalisatrice, donc je sais qu'il y a des tas de fois où dans le podcast, je suis contente qu'elle soit là pour proposer un peu un jargon et tout ça, comment par exemple j'ai pas du tout. Et Judith, pareil, elle a étudié le montage, donc elle a aussi quand même ce background. Mais comme on fait ça aussi de façon ponctuelle et
on fait pas ça comme métier à plein temps, qu'on fait vraiment ça pour le plaisir. On n'arrive pas à dire, je vais pas aller dire à quelqu'un, je suis critique de cinéma. Effectivement, aussi un des autres critères, par exemple, à l'Union de la presse cinématographique où je travaille, dont je suis membre, un des critères professionnels, c'est évidemment aussi la rémunération. Je sais que c'est pas forcément le cas chez toutes les unions professionnelles, mais nous, effectivement, je pense qu'il a fallu aussi, au vu de l'évolution de la critique, de l'évolution du métier, de la place des réseaux sociaux, des médias et tout ça, d'essayer de trouver, alors est-ce que c'est la meilleure façon ou pas, je dis pas qu'on a forcément raison, mais pour l'instant, c'est ce qui nous permet encore de définir en fait quelque part qui est critique de cinéma ou pas, c'est dans le sens qui est au moins rémunéré un minimum pour son activité, quoi. Mais en préparant, j'ai fait un petit peu des recherches sur la critique et je voudrais citer une phrase de François Truffaut quand même qui a dit tout le monde a deux métiers, le sien est critique de cinéma. Parce que effectivement, voilà, c'est une époque où tout le monde va voir des films, tout le monde en sortant d'un film a aimé ou pas, un avis sur le film et le dit. Souvent, la posture du critique cinéma, peu importe son âge et peu importe son genre, élitiste et snob, qui est dans une posture de « je vais vous expliquer pourquoi ce film est génial, si vous avez pas aimé, c'est que vous êtes nul et que vous avez rien compris », ou l'inverse, quoi, vous expliquer pourquoi ce film est nul et comment vous avez osé aimer ce film. Pour moi, il y a pas de débat. Dans ce cas-là, on ne discute pas. C'est juste quelqu'un qui te donne son avis contre lequel tu peux pas discuter. Il n'y a pas une volonté d'aller vers le public. Et pour moi, c'est le genre de critique que je ne veux pas être. Pour moi, il y a autant d'avis valides que de personnes qui ont vu le film. Après, bien sûr, on a défini ce que c'est un critique, ce qui fait le côté professionnel. Mais pour moi, il n'y a pas d'avis qui n'est pas valide. Et justement, parfois, ça m'arrive de parler avec quelqu'un d'un film que moi j'ai adoré et que l'autre personne déteste. Et je dis, vas-y, dis-moi pourquoi. Hyper intéressant. S'il y a moyen d'en discuter, qu'on est dans un vrai échange et qu'on n'essaye pas de s'en sortir et de gagner. Et donc, pour moi, c'est important en tant que critique de ne pas être élitiste, de ne pas être snob et de ne pas être... de pas s'enfermer dans ce côté un peu blasé, parce qu'effectivement, on l'entend beaucoup et c'est très dommage. Et pour finir, je voudrais juste quand même dire que même s'il n'y a pas de formation spécifique, moi, quand j'ai fait mes études de cinéma et d'art du spectacle à Nanterre, il y avait un cours de critique de cinéma qui était animé par Jean Roy, qui est l'ancien critique de cinéma à l'Humanité en France. Et ça fait partie aussi des choses que je pense qui ont fait ma formation et que je cite parce que c'est important et ça m'a constituée aussi en tant que critique. On était une petite dizaine. Toutes les semaines, on décidait d'un film à voir en salle. On y allait chacune de notre côté. Mais on disait, cette semaine, on va voir celui-là. On écrit chacune une critique. Et la semaine d'après, on se retrouvait en cours. Chacun lisait sa critique. Jean Roy nous faisait des feedbacks sur comment écrire ceci, comment cela. Il y en a qui comparaient avec d'autres films. Il y en a qui comparaient pas. Il y en a qui parlaient que de leur ressenti personnel. Il y en a pas. Enfin voilà, c'était un peu intéressant d'écouter les différentes façons de critiquer de tout le monde. Et puis d'avoir Jean Roy qui faisait un petit peu le feedback de chacune et qui ne donnait jamais son avis sur le film. Donc on savait jamais ce que lui en avait pensé. Et voilà, c'est une critique dans l'échange, dans le partage. Et voilà, moi, c'est pour ça. Pour moi, c'est ça la critique de cinéma. Tout à l'heure, tu disais le métier de critique aujourd'hui ne correspond pas au métier de critique de cinéma il y a 100 ans. Quelles sont les évolutions majeures que vous avez observées dans vos métiers, vos passions respectives? Et est-ce que vous avez remarqué que ce métier a particulièrement changé avec l'avènement des réseaux sociaux, l'accessibilité, ou le métier de critique de cinéma a, depuis qu'il existe, toujours évolué et les évolutions qu'on observe en fait font partie d'un processus qui a toujours existé? C'est une question très intéressante. Alors oui, je pense que le métier a énormément changé, évolué, parfois en bien, parfois en moins bien. Voilà. Mais c'est sûr qu'une des choses, par exemple, qu'on me demande encore, où je sens que c'est lié à une ancienne vision du critique de cinéma, c'est on me dit « tu écris pour quel journal ?» Et alors moi, ce que je dis, c'est que c'est très rare aujourd'hui d'avoir un journaliste salarié. Alors ça existe encore, hein, bien sûr. Moi, je connais les salariés du Soir, de l'Avenir, de la Libre. Enfin voilà, chaque rédaction a en général effectivement un ou une critique attitrée. Mais c'est quand même encore aujourd'hui très rare. Et moi, je n'ai jamais, depuis 2012, où j'ai commencé à travailler, eu de propositions de travail salarié, de travail fixe. C'est toujours de la pige, donc on est toujours freelance. Et donc on travaille pour le plus de clients et de rédactions possible. C'est ça l'idée. Donc ça, c'est quelque chose encore qui existe encore beaucoup, cette idée d'un critique qui travaille avec un seul média.
Parce que le métier s'est précarisé énormément, bien sûr. Alors comme je pense que ça s'inscrit aussi dans l'évolution d'une société capitaliste où la place de la culture est de plus en plus réduite. Et donc comme toutes les personnes qui travaillent notamment dans ces domaines-là, mais pas que, parce que je ne vais pas tous les citer, mais il y a d'autres domaines qui sont impactés par ça. C'est de plus en plus compliqué, effectivement, et d'en faire un travail à temps plein. D'avoir assez de clients de clients médias pour considérer qu'on peut faire ça à temps plein. Il y a non seulement l'évolution des médias ces dernières années, et moi personnellement, je trouve que la crise Covid a beaucoup, beaucoup contribué aussi à rendre notre métier beaucoup plus précaire, et qu'il y a eu un avant et un après Covid, et qu'on ne reviendra plus à ce que c'était avant le Covid, le rapport des gens au cinéma. Vraiment, les gens avaient déjà l'habitude de regarder des films en streaming chez eux avant. Mais là, la façon dont on a vécu le Covid, la façon dont en plus certaines décisions gouvernementales de maintenir les lieux de culture fermés plus longtemps que d'autres, plein de décisions aussi ont contribué à éloigner le rapport du public au cinéma et de la culture dans les médias. Et donc, ça a énormément changé, ça a toujours évolué depuis 100 ans. J'étais pas là il y a 100 ans, mais de ce que je vois ces dernières années, ça s'accélère aussi beaucoup, à l'image de beaucoup de choses qui s'accélèrent dans le mauvais sens dans notre société. Et comment est-ce que tu le constates, ça, ce manque d'intérêt du spectateur par rapport à la critique ? Du spectateur, par rapport à la critique, je pense que déjà, il y a un éloignement des médias traditionnels. C'est-à-dire que moi, j'écris pour un journal papier. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens autour de moi, de mes amis, collègues, qui le lisent, ce journal papier. Alors peut-être sur le site ou des trucs comme ça. Mais le fait d'acheter le journal, déjà, c'est quelque chose que les gens ne font plus. Alors que moi, je me souviens que j'achetais le Télémoustique à l'époque, parce qu'il y avait le Mosquito dedans, et je regardais les critiques, ou le Pariscope quand j'étais étudiante à Paris, pour aller regarder un petit peu les films. Bon, déjà, ça, c'est une évolution d'habitude qui ne se fait plus. Ensuite, évidemment, quelque chose que j'entends beaucoup, c'est qu'on me dit que le cinéma est très cher et que les places de cinéma ont augmenté, ce qui est vrai. Mais comme beaucoup de choses, en fait, ont augmenté. Et alors ça, à la fois, je l'entends comme argument, c'est vrai que ça coûte super cher. Surtout, ça dépend de quel cinéma on va, parce qu'il y a des choix aussi politiques dans l'endroit dans lequel cinéma on va aller voir certains films. Mais c'est sûr que le prix du ticket a augmenté en général, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ont augmenté aussi, mais les gens continuent à avoir envie de le faire. Je veux dire, un abonnement sur une plateforme, parfois c'est autour de 20 € par mois. Les gens sont OK de faire cet investissement. Ou d'aller au restaurant, parfois ça coûte plus cher aussi, mais les gens ont quand même continué d'aller au restaurant. Donc je pense que c'est plutôt un déplacement des priorités. C'est que c'est plus une dépense prioritaire à faire, parce qu'il y a encore des gens, des cinéphiles qui ont des passes ou qui continuent à aller au cinéma. C'est parce qu'ils ont décidé que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, ou effectivement qui peuvent se permettre financièrement, parce qu'effectivement ça reste un accès, tout le monde n'a pas les mêmes moyens de se payer une place de cinéma, mais je pense que si on est cinéphile, on trouve d'autres façons de cultiver sa cinéphilie, mais je pense que financièrement c'est aussi une raison importante qui fait que les gens se désintéressent. Mais je pense aussi que à force d'avoir un système et des gouvernements qui nous martèlent et qui essaient de nous persuader que la culture c'est pas essentiel, ça finit par rentrer aussi, malheureusement. Il y a un peu une contradiction entre le fait que les gens donc, se tournent moins vers la critique, alors qu'aujourd'hui on en a d'autant plus besoin que le nombre d'options de films à voir est super important. Et je prenais l'exemple des gens qui se disent ce soir je vais regarder un film sur Netflix, et en fait ils cherchent tellement le film à regarder qu'ils ne regardent rien parce qu'ils passent trop de temps à choisir, et en fait ils auraient bien besoin d'un critique pour les aider à faire un choix. Oui, moi je pense que c'est nécessaire. Moi je parle alors que j'ai toujours aimé lire les critiques depuis que je suis assez jeune, ado. Que ce soit vraiment les revues papier, les cahiers du cinéma, ou tout ce que je pouvais trouver, même le Moustique. C'est vrai que moi je regardais aussi les critiques là-dedans, à la radio le matin, ou même aller voir sur Twitter les avis pendant le festival de Cannes, parce que je voulais trop savoir ce que les gens avaient pensé. En fait, ça a toujours été présent dans ma vie. Mais par contre, moi je trouve c'est vrai que l'enthousiasme pour le cinéma s'est considérablement diminué. Et justement avec notre podcast, comme on a l'impression que c'est vrai qu'on voit aussi quand même que les gens autour de nous sont pas aussi enthousiastes que nous. C'est un truc qu'on essaie vraiment de partager et de montrer que c'est cool en fait de faire partie de cette vie, d'aller voir aussi les films dans une salle, d'aller les voir avec même parfois les réalisateurs qui sont présents pour les présenter, d'aller les voir dans les cadres des festivals.
on essayait un peu de communiquer un enthousiasme là-dessus parce qu'on sent ce désintéressement et c'est vrai que c'est terrible. Et de ce que j'entends parfois aussi, en Belgique, les chiffres sont pas aussi bons. Je trouve que les médias, effectivement, ne leur donnent pas assez de place non plus à ces films et aux critiques. Je trouve qu'on a toujours les mêmes critiques qui reviennent. Je trouve qu'on n'a pas assez d'émissions de télévision non plus où on les entendrait pour débattre, comme il peut y avoir en France avec, par exemple, Le Cercle, qui est une émission qui permet d'avoir plusieurs représentants de médias discuter entre eux. Et donc, finalement, nous, justement, avec le podcast, ce qui est cool avec les podcasts aujourd'hui, c'est qu'on peut lancer un peu son propre média tout seul. Avec les réseaux sociaux, c'est gratuit d'avoir un compte aussi pour le relayer. Il suffit d'avoir un abonnement à une plateforme de diffusion. Et voilà, même si on n'arrive pas, on va jamais, on va dire, se mettre à la place de quelqu'un qui a cette profession-là. Notre objectif premier, c'est de donner envie aux gens d'aller au cinéma et d'aller voir les films. D'ailleurs, notre ligne éditoriale, c'est toujours de prendre des films pour lesquels on a un enthousiasme ou un débat. On va jamais tracher un film. On va jamais prendre un film pour se dire celui-là, on l'a détesté toutes. Et donc, on va dire du mal de ce film parce que, c'est parfois un truc que les gens aiment bien aussi, hein, évidemment, quand il y a des disputes ou quand les gens sont parfois méchants avec les films. Nous, c'est pas du tout notre objectif. Bon, moi, je reste quand même assez optimiste et je vois qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui sont mises en place pour que le cinéma, justement, soit moins cher. Je pense au Pass Cinéville. Plein de façons aussi d'aider les gens, même le magazine Sur Impression. Moi, je trouve aussi que c'est super d'avoir vu ce genre de médium qui arrivait. Parce que moi, personnellement, je n'avais jamais connu ça. Je me suis toujours dit, tiens, c'est vrai qu'on n'a jamais... Je pense qu'en Flandre, il y a une revue aussi qui est à peu près l'équivalent. Il y avait Vertigo, oui, c'est ça. Mais qui est en train d'arrêter aussi le papier parce que, financièrement, c'est compliqué. Oui, et moi, en tout cas, je suis très contente qu'il y ait des initiatives comme ça qui émergent et qui, en plus, sont des revues de qualité, quoi, où on a des dossiers, où on a aussi à côté des avis sur les films, il y a tous des dossiers qui sont réalisés sur des vraies questions. Sur des questions intéressantes. Et voilà, moi j'espère que l'engouement ne prendra jamais fin, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une période faste, je pense. Mais je pense que oui, le cinéma et la critique sont indissociables et ne vont pas l'un sans l'autre. Je pense que comme pour n'importe quel art, mais peut-être le cinéma qui est celui qui combine effectivement le côté populaire, accessible, c'est à la fois un art et c'est un divertissement, c'est pas possible pour moi de ne pas avoir de critique de cinéma parce que le critique effectivement est une façon d'éclairer certaines choses, de prescrire certaines choses, d'avoir pu voir les films en avance pour pouvoir un petit peu orienter et guider les choix. Et c'est vrai qu'avant, quand les critiques de cinéma avaient une place dans les médias beaucoup plus importante, le public pouvait les identifier leur avis, voir s'il était souvent d'accord ou pas avec leur avis, et ça permettait même aux gens un peu plus de s'y retrouver, que ce soit Serge Danet ou André Bazin en France dans les années 50, 60. On peut citer Michel Simon aussi en France. Je voudrais quand même citer deux femmes, Pauline Kael et Danielle Eyman. Pauline Kael pour les États-Unis et Danielle Eyman en France, qui sont malheureusement toutes les deux décédées. Mais il y a des femmes critiques ciné qui ont été très connues, qui ont marqué leur époque. Il y a Céline Sasson en Belgique, qui est un des critiques cinéma les pionniers. Et puis Jean-Luc Godard, François Truffaut, même Claude Chabrol, ils ont commencé au Cahier du cinéma en tant que critique avant de faire des films. Donc pour moi, je pense que c'est quelque chose qui effectivement est indissociable du cinéma. On aura toujours besoin de critiques. Et c'est effectivement dans un contexte aujourd'hui où l'offre est 10 000 fois plus grande, de réussir à s'y retrouver et d'avoir des gens dont on a confiance en les goûts et en la personnalité ou pas, où certains ils se disent « Ah, tel critique a détesté un film, donc je vais aller le voir », par exemple, c'est possible aussi. Tout à l'heure, tu disais donc que tu écris pour un journal papier et qu'autour de toi, en fait, peu de gens, enfin autour de toi, autour de nous, je pense de manière générale, il y a de moins en moins de gens de notre génération qui lisent le papier, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'informent via les réseaux sociaux. Est-ce que la place qu'occupent les réseaux sociaux dans la manière dont les gens s'informent et accèdent à des critiques de cinéma influence la manière dont vous pouvez rédiger donc pour l'écrit, ou en tout cas critiquer à l'oral des films et diffuser ces critiques? Moi, en tant que consommatrice de réseaux sociaux, c'est pas vers là que je vais pour me renseigner et tout ça. Donc moi, je peux pas parler à ce niveau-là. Mais est-ce que ça impacte le fait que les réseaux sociaux existent impacte ma façon de faire mon travail? Oui et non. Enfin, dans le sens où maintenant,
Les articles de Surimpression, comme c'est une revue gratuite, ils sont gratuitement accessibles sur le web aussi. Et donc, du coup, il y a aussi les réseaux sociaux de Surimpression qui partagent notre travail et que nous, on va repartager. L'avenir, je sais que pour leur site web aussi, c'est pas l'article qui va être dans le papier ne va pas être exactement le même que sur le web. Moi, ça changerait en termes de comment je travaille et comment j'écris. Mais ça m'est déjà arrivé qu'on me dise mais tu devrais faire une page YouTube, une chaîne YouTube ou un podcast ou un truc comme ça. Et moi, je dis ok, payez-moi. Vraiment, c'est un investissement parce qu'effectivement, si j'ai envie de faire les choses bien, je vais pas me filmer 2 secondes dans ma salle de bain comme ça. Il faut quand même un investissement d'un matériel, un minimum pour que les choses soient professionnelles. Et c'est de l'argent et c'est quelque chose que je ne me vois pas faire. Moi, c'est vrai que je suis encore dans des médias plus traditionnels, mais moi, ça n'influence pas ma façon d'écrire parce qu'au final, ça reste de l'écriture. Alors après que cette écriture se retrouve sur le web ou sur du papier, ça c'est autre chose, mais moi, ça reste de l'écrit. Et j'ai fait quelques émissions de télé. Justement, tu parlais du fait qu'il n'y ait pas d'émissions de télé dédiées au cinéma. Il y en avait avant. Mais voilà, c'est un espèce de cercle vicieux où les gens se désintéressent et la chaîne décide d'annuler, ou la chaîne décide d'annuler et puis les gens se désintéressent. Mais j'ai fait quelques émissions de ciné-station sur la RTBF. J'ai fait de la chronique cinéma sur LN24 par exemple. Et là, effectivement, c'est pas la même écriture, c'est pas la même façon de présenter un film à l'écrit que à l'oral, mais moi ça reste principalement une activité d'écriture et donc ça ne, à part devoir pas pouvoir écrire autant de phrases que je veux parce qu'il faut que ça rentre dans la page, non. Mais c'est vrai que au final c'est surtout le niveau d'intérêt du spectateur ou de l'utilisateur qui est important, parce que moi, si je vois quelqu'un qui partage justement, j'ai écrit un article pour, je sais pas moi, Le Rayon Vert ou Surimpression, je vais cliquer, je vais aller lire s'il est disponible. Mais il y a des gens pour qui, même par exemple nous qui avons un média, on va dire, plus alternatif et accessible parce qu'il est oral, c'est déjà trop. Parce que j'ai pas mal d'amis qui sont pas spécialement intéressés par le ciné. Et l'année passée, pendant le Festival de Cannes, avec Clotilde, on était dans l'optique de faire des petites vidéos très rapides de compte-rendu quand on sortait de séance ou après. Et là, j'ai eu plein d'amis qui n'écoutent jamais le podcast, qui m'ont dit « Ah, mais c'est bien quand vous faites ça, c'est rapide. » Moi, j'ai écouté ça, alors qu'en général, j'ai pas le temps d'écouter tout le podcast. Alors que notre podcast, il fait pas beaucoup de temps. Hein, il fait quand même entre 40 et 1 heure, 40 minutes et 1 heure. Et on voit que ça dépend vraiment du niveau aussi d'intérêt. Peut-être que je pense que les gens qui sont cinéphiles vont toujours aller lire, ils vont toujours aller plus loin. Mais si on veut viser plus large, par contre, et qu'on veut vraiment parler à tout le monde, à des gens qui sont vite fait intéressés parce que d'un coup ils se disent cette semaine je vais au cinéma parce que j'ai un date ou je vais voir mes amis. Alors oui, c'est vrai que les médias, Instagram, tout ça, où on peut faire des vidéos très rapides, où on peut capter l'attention très vite sur des choses, sur des détails du film. Oui, ça fonctionne pour avoir un public plus étendu. Mais un public cinéphile, je pense qu'il va toujours aller cliquer sur un article qui l'intéresse, surtout, comme on le disait, c'est vrai, quand il a identifié des critiques qui l'intéressent. Moi, je sais bien que, par exemple, j'ai toujours envie de savoir ce que Muriel Joudet, critique de cinéma française, elle a pensé d'un film. Même si je suis même pas souvent d'accord avec elle, mais j'ai toujours envie de savoir ce qu'elle pense parce que elle a écrit des livres que j'ai appréciés. Mais parfois, je vais même essayer de m'abonner sur Facebook à des comptes de critiques de cinéma qui sont plus en activité. Je pense à Jean-Baptiste Toré. Comme ça, de temps en temps, s'il a parlé d'un film, je peux voir ce qu'il en a pensé. Parce que c'est lui, parce que j'ai lu ce qu'il a fait, parce que ça m'intéresse. Mais je pense que pour un public plus large et pas spécialement cinéphile, et il y a plein de comptes qui existent sur Instagram où il y a un avis donné en 3 minutes chrono, où presque c'est les anecdotes sur le film, qu'est-ce qui est impressionnant dans le film. Et moi, ça m'a jamais m'intéressé vraiment. Je pense que c'est vrai que ça peut toujours donner de l'intérêt au cinéma et c'est jamais mauvais à prendre, hein. Mais ça peut pas remplacer, en tout cas, un avis critique de ciné, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que moi, par rapport aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a le Chialomètre qu'on a créé avec ma collègue et amie Ava Cahen, qui est aussi critique de cinéma en France et au Cercle notamment. Parce que... Est-ce que tu veux simplement expliquer pour les gens qui ne connaissent pas en quoi ça consiste ? Oui, alors le Chialomètre, donc c'est @le Chialomètre sur Facebook et sur Instagram, c'est le baromètre émotionnel des films vus au Festival de Cannes.
Donc c'était une façon pour Ava et moi, qui étions colocataires, cannoises à l'époque où on a commencé d'aller au Festival de Cannes, c'est-à-dire autour de 2014. C'était une façon pour nous effectivement d'atteindre un plus large public et que voilà, le public qui lisait nos critiques. C'est une façon d'exister sur les réseaux sociaux très rapidement, mais surtout c'était une façon effectivement à côté de notre travail de critique où on analyse, on remet en contexte, enfin voilà, sur un temps beaucoup plus long, une façon assez rapide de réagir par rapport à ce qu'on voyait à Cannes, et puis de réagir émotionnellement parce que le cinéma c'est de l'analyse, c'est voilà, des choses très importantes, mais c'est aussi des émotions et avant tout parfois même des émotions, c'est pour ça qu'on y va. Et c'était une façon aussi politique de s'approprier les émotions et de dire c'est tout à fait valide d'aborder le cinéma à travers les émotions. C'est aussi une des façons par lesquelles on peut aborder le cinéma, aussi parce que les gens auxquels on s'adresse sur les réseaux sociaux ne sont pas à Cannes, ne voient pas les films dont on parle et qu'on va voir au Festival de Cannes, donc ça servait à rien de commencer à faire une analyse en long et en large, tout ça. C'était une façon de dire ah là là, ce film-là, 80% sur le chialomètre, je suis sortie, j'étais une serpillière, voilà. Ça veut pas forcément dire que c'est l'appréciation globale du film, mais c'était une façon, voilà, ou positive ou moins sans, si on avait détesté un film, de réagir à chaud et de façon un peu légère aussi, pour ne pas trop se prendre au sérieux, parce que les critiques de cinéma se prennent souvent au sérieux, souvent au Festival de Cannes. Mais oui, moi je me rappelle de ce chialomètre, et c'est comme ça que d'ailleurs que je t'identifiais. Excellent. Parce que c'est vrai que finalement, ça fait du bien aussi de parfois voir les visages. Je pense que les cahiers du cinéma, par exemple, sont quand même en train de faire ça de plus en plus sur leur compte Instagram, comme ça on voit leur visage et ça permet un peu aussi de situer les gens. Enfin, c'est bête, hein, mais je pense aussi que ça contribue à devenir un monsieur ou madame cinéma, parce que voilà, en Belgique, on a un monsieur cinéma que tout le monde connaît. Mais, moi, je vois pas qui c'est. Mais voilà, c'est un peu une façon aussi d'avoir d'autres visages connus, en fait, pour justement donner l'intérêt à aller lire des critiques et identifier les gens. Hein. On est fort dans une époque de l'image, donc c'est inévitable que parfois il faut passer par là pour... Bah oui, mais quelque part, c'est en fait le relais de quelque chose qui existait avant. Avant, les critiques de cinéma faisaient de la télé, donc on les identifiait à la télévision. Et à partir du moment où il n'y a plus de place pour ces émissions-là à la télévision, bah on est... Et puis qu'aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux ont pris cette importance-là, quelque part, ça fait partie, en un sens, de ce métier-là, de se dire, ok, bah nous aussi, alors on va... Alors, de se mettre en scène, ou en tout cas se rendre identifiable, pour pouvoir continuer à faire ce travail-là, ou avoir davantage d'opportunités. Si les gens nous reconnaissent, on va penser à nous pour telle interview, telle avant-première, tel job, tout ça. Et alors, on peut aimer ou ne pas aimer cet aspect-là, mais c'est vrai que c'est une réalité, quoi. Et difficile d'évoquer les réseaux sociaux sans mentionner les influenceurs qui prennent une place de plus en plus importante ici dans la promotion des films. On sait que les distributeurs ils font régulièrement appel pour assister à des avant-premières, pour recevoir des goodies, des objets promotionnels et pour en faire la promotion. Quel est votre avis par rapport à ces collaborations ? Est-ce que c'est une menace par rapport à ton métier, toi, Ellie, ou est-ce que c'est une opportunité de plus de démocratiser la critique ? C'est vrai que nous, parfois, on a des concours qu'on organise, que des distributeurs nous proposent. Et oui, parfois on le fait quand le film nous dit quelque chose, parce qu'on l'attend ou parce que voilà, c'est en rapport avec notre programme. Mais on ne fait pas du tout ça de façon rémunérée. Et c'est un peu parce que voilà, c'est vrai que ça rend un peu attractif, mais c'est vraiment pas notre but. Et finalement, on le fait quand on nous le propose, mais on n'a jamais été chercher ce genre de choses. Et oui, c'est aussi une façon d'animer les réseaux sociaux, mais oui, je comprends que ça puisse... j'ai souvent lu des avis sur justement telle personne a été choisie pour présenter le tapis rouge des Oscars ou des Césars, alors que c'est un influenceur et c'est pas une critique de cinéma ou un critique de cinéma. Je sais pas trop. Moi, je me dis que c'est pas fondamentalement ce qu'un critique de cinéma aimerait. Ce qu'il aimerait, c'est avoir une vraie visibilité où il peut donner son avis plutôt que passer à la télé et interroger des stars sur un tapis rouge ou quoi. Mais ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qu'on invite et qu'on privilégie parce qu'ils ont des followers, mais c'est même dans les films maintenant. Enfin, récemment, il y a eu toute une histoire là-dessus où Maya Hawke a un peu dénoncé ça, qu'il y avait de plus en plus d'acteurs qui étaient choisis parce qu'ils avaient tel nombre de followers plutôt qu'une carrière d'acteur, d'actrice. Et c'est un peu le monde vers lequel on va, mais c'est un peu inévitable. Et il faut arriver à se dire qu'on est différent d'eux, je pense. Enfin,
Moi, je dis on, mais moi, je suis pas comme toi, Ellie, critique, on va dire professionnelle. Donc, en tout cas, moi, je me considère pas comme une influenceuse avec le podcast, même si on a une place un peu entre les deux, puisqu'on est amateur et qu'on est, on va dire qu'on fonctionne par des réseaux sociaux. On n'a pas des magazines ou des médias qui nous relaient. Donc, mais oui, il y a des gens clairement aussi qui sont plus dans le côté, qui sont payés pour dire, j'imagine, des avis positifs d'un film. Ça doit arriver. Enfin, moi, je ne suis pas du tout dans ce genre de... Je ne connais pas du tout ce qu'il y a derrière tout ça, mais ça me paraît... Oui, je suis sûre que ça doit arriver. Ouais, mais c'est autre chose effectivement qu'être critique de cinéma, quoi. Ouais. Je veux dire aussi, techniquement, voilà, nous, en tant que critique de cinéma, ça n'arrive jamais qu'on soit payé pour donner notre avis sur un film. Et si ça arrive, c'est pas de la critique, c'est de la promotion, effectivement. Et il y a conflit d'intérêt avec le métier de journaliste. Enfin, il y a une charte de déontologie pour les journalistes auxquels les journalistes cinéma sont soumis aussi. Hein. Donc c'est pas du tout le même métier, en fait, effectivement. Et pour nous, dans un métier où notre métier de critique de cinéma est déjà dans une précarisation totale, le fait enfin voilà, la question de la place des influenceurs, influenceuses dans notre métier, c'est vraiment effectivement une couche en plus de réflexion. Alors, d'un côté, moi, j'ai pas envie de jeter la pierre aux influenceuses qui, elles et eux aussi, essayent de gagner leur vie comme avec quelque chose qui les passionne dans ce système et dans ce monde. Mais je pense que c'est plutôt... c'est pas en termes d'individuel, mais c'est une question systémique. C'est de qu'est-ce qu'on fait ensemble de ce système qui nous précarise. Et effectivement, que cherche un distributeur, une distributrice pour vendre leur film. Eux, les influenceurs, influenceuses, limite, font davantage partie de la stratégie marketing de promotion d'un film. C'est une chose. Mais si à un moment ils en viennent à remplacer ce qu'on fait, c'est très dangereux pour tout le monde, je pense, et pas seulement pour nous. Et tu as la sensation qu'il remplace petit à petit j'ai de ce que je vois, oui. Enfin, c'est sûr que j'ai entendu parler de c'est Léna Situation qui était au César ou qui commentait le tapis rouge. Alors, commenter le tapis rouge, clairement, c'est plus le boulot de quelqu'un comme Léna Situation que de moi et que de critique cinéma. Je pense que c'est pas ça qu'on recherche, effectivement. Mais je pense que oui, c'est déjà le cas. Il y a déjà cette réflexion d'embaucher les gens et de donner du boulot à des gens plus par rapport à leur nombre de followers que leur qualité de boulot. J'ai pas d'exemple là concret, mais... Mais est-ce que c'est pas quelque chose justement qui a été dénoncé lors de la Mostra de Venise de l'année dernière ? C'est quelque chose auquel, merci, je cherchais une façon de bifurquer vers ça. Il y a une tribune qui a été écrite par un ensemble de critiques cinéma internationaux dont c'est une des missions pendant l'année d'aller dans des festivals et de faire le plus d'interviews possible, qui déplorait le fait que l'accès aux interviews est devenu de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de stars qui passent, qui font le tapis rouge, qui font la conférence de presse et basta. Et du coup, comme il y a de plus en plus de personnes qui sont freelance aussi dans ce métier, en Belgique, les freelances, c'est quand même 1/3 de la profession des journalistes. Et on est de plus en plus à être freelance. Donc, plus on a de piges, plus on a d'opportunités d'interview, plus on peut manger. Et il n'y a pas de salaire fixe qui vient derrière. Donc, si on n'a plus accès ou de moins en moins accès à des interviews, et ça, c'est vrai que moi, je le ressens aussi à Cannes ou dans d'autres festivals, du coup, l'investissement qu'on fait de venir à nos propres frais, ça je le précise aussi parce que beaucoup de gens pensent qu'on est payé. Alors, quand on est salarié, oui, les salariés de la RTBF ou d'un journal, c'est encore a priori leur journal qui leur paye, mais c'est de plus en plus rare et nous, on est de plus en plus à payer de notre poche le déplacement, le logement, tout ça. Donc, si en plus on n'a pas d'interview sur place ou moins d'interviews pour pouvoir rentabiliser ce déplacement, mais pourquoi on viendrait en fait ? Pourquoi on continuerait à faire un travail où finalement, si c'est possible de récupérer la conférence de presse sur YouTube et de voir le film en projection de presse une semaine avant qu'il sorte, comme on ferait, du coup, oui, cette question-là se pose et donc les journalistes ont tiré la sonnette d'alarme en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Aidez-nous à vous aider en fait. Enfin, c'est un truc où on a tous et tout à gagner à continuer à avoir les journalistes et la presse. Et le syndicat français de la critique de cinéma a publié une tribune en ce sens dans Le Monde le 9 novembre 2024. C'est encore accessible sur Internet, je pense, sur le site du Monde, qui s'appelle Qui veut tuer la critique ou Qui veut la mort de la critique, et qui alerte exactement là-dessus, sur le côté business du cinéma. Et pour le syndicat français de la critique, c'est important de rappeler que le cinéma, c'est un art aussi et qu'il y a besoin de personnes qui l'accompagnent, notamment dans la presse. Si les journalistes arrêtent d'aller en festival, je pense que ça rendra personne content et les festivals non plus.
Et tu sens que cette tribune a eu un retentissement? C'est compliqué à dire. Je sais que depuis la tribune aussi à la Mostra de Venise, l'initiative est partie d'un groupe Facebook qui s'appelle International Film Festival Journalist, qui a été créé pendant la période Covid, justement, où on se demandait tous et toutes qu'est-ce qu'on allait faire, si on allait encore avoir un travail. Parce que c'est intéressant de dire que moi, je me suis jamais questionnée sur le fait que, oui, tous les mercredis, il y a des films qui sortent, et donc tous les mercredis, a priori, j'ai du boulot. Mais pendant la période Covid, si, quand même, il y a eu vraiment ce truc de... Tu t'imagines un truc à l'infini, et en fait, tu dis... je sais pas. Est-ce qu'il y aura toujours des films tous les mercredis? Est-ce que on aura toujours ce rapport-là? C'est des questions que je pensais jamais me poser et qui nous ont obligés à nous questionner sur le long terme de quel plan B, qu'est-ce qu'on fait d'autre, si on n'arrive plus à en vivre. Et on est beaucoup à ne plus arriver à en vivre uniquement. Et pour répondre à la question, donc l'impact que ça a eu, je sais que ce groupe-là de journalistes continue à dialoguer avec les distributeurs, distributrices de films, et notamment avec les organisateurs, organisatrices de festivals. Que là, il y avait le festival de Berlin et qu'ils se sont entretenus avec Trisha Tuttle, qui est la directrice du festival de Berlin depuis l'année passée, enfin depuis cette année, si je ne dis pas de bêtises, bref. Mais également avec Thierry Frémaux, également avec plusieurs festivals, les journalistes essayent de maintenir ce dialogue. Et nous, à notre échelle, à l'Union de la presse cinématographique belge, on essaye de maintenir le dialogue avec les distributeurs, distributrices, pour essayer de faire tous et toutes mieux notre travail et de mettre en avant les films et donner envie aux gens d'aller au cinéma, autant que possible encore. Et à une époque où tout le monde peut donner son avis en ligne, comment faire justement pour se démarquer? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre que j'arrive à me démarquer, moi. Je pense, comme toujours, moi, je pense que l'important... Tout le monde a toujours eu un avis. Et effectivement, là, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'en avoir sur Internet. Mais je pense que ce qui est important de faire, c'est de rester fidèle à soi-même et de ne pas essayer de se comparer justement aux autres avis, de se dire oui, mais l'autre... Il y aura toujours ça. Et puis même si on fait les choses le plus parfaitement possible, il y aura quand même quelqu'un pour dire que c'est nul. Donc je pense que ne pas essayer de se démarquer, c'est la façon de se démarquer. Mais c'est vrai que nous, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Je me rappelle surtout au début où je parlais à des personnes ah oui, j'ai envie de lancer un podcast, et tout le monde demandait mais ça va être quoi votre concept? Et je me disais on n'a pas vraiment un concept, on a envie de parler des films qui sont à l'affiche, on a envie de donner notre avis dessus, on aura un nom et voilà, on va pas donc on n'a pas trop écouté les gens qui nous disaient il faut un concept. On s'est dit on est déjà 3 filles, c'est pas si souvent que ça arrive, donc peut-être que ça va déjà un peu. C'est déjà un concept, c'est un peu triste de dire que c'est un concept. Mais au final, c'est l'été un peu. Et c'est plutôt peut-être sur les réseaux sociaux où moi je m'amuse un peu parfois parce que comme c'est surtout moi qui m'en occupe, c'est par exemple on a lancé de temps en temps on fait un jeu qui s'appelle le jeu des yeux et on met sur notre logo c'est des yeux en fait, parce que la fille qui en savait trop, c'est le titre du film de Mario Bava, La fille qui en savait trop, qui a donné un peu son nom au podcast. Et donc on a repris les grands yeux de l'actrice il y a beaucoup de plans dans le film sur ses grands yeux. Donc on fait le jeu des yeux où on trouve des images de films où c'est des gros plans sur les yeux et on demande aux gens de deviner par exemple. Un peu essayer de jouer avec ça justement, ou essayer un petit peu quand même de donner un attachement on va dire à notre groupe, ou en tout cas de donner un peu envie aux gens de nous écouter. Et j'espère que les gens qui nous suivent nous écoutent aussi, mais il y a toujours plus de gens qui nous suivent que de gens qui écoutent chaque mois. Donc, c'est toujours... c'est évidemment, c'est les réseaux sociaux. Pour conclure, je vous propose de faire un bond dans le futur, dans 10 ans exactement. Comment est-ce que vous espérez exercer votre métier ou votre passion donc de critique de cinéma dans 10 ans? C'est une bonne question. Dans l'état actuel, c'est compliqué, mais moi j'ai envie de croire qu'il y a eu une révolution qui a eu lieu et qu'on a remis les émotions, le rapport à la nature, le rapport aux autres au centre de nos relations, et que la culture est reconnue à sa juste valeur en tant qu'élément essentiel de notre société. Et que du coup, c'est plus facile qu'aujourd'hui de faire ce travail, et que la culture a une vraie place dans notre société. Voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous et toutes.
Moi, j'espère que je ferai toujours le podcast, que je ne serai pas lassée et que ce sera toujours un projet qu'on a avec ma sœur et mon ami et qu'on garde une dynamique. Et c'est à peu près tout ce que je souhaite. Maintenant, c'est clair que si je pouvais aligner aussi la vie professionnelle sur la passion complètement, ce serait super. Hein. Je pense à des gens qui, je sais pas, ont lancé des festivals ou qui sont... Je pense que justement, Ava, elle est sélectionneuse à la semaine de la critique, oui, bien sûr. C'est un job qui doit être génial. Clairement, je le dis. Donc, voilà, c'est un peu peut-être des rêves comme ça, hein, mais c'est pas... en tout cas, voilà, globalement, moi, j'espère aussi qu'il y aura de nouveau une grande période pour le cinéma, que les gens vont... Ça va pas devenir un produit, hein, parce que j'ai de plus en plus l'impression que ça devient ça. En tout cas, quand j'avais travaillé dans la distribution, c'était clairement un peu le cas. Et moi, c'est un truc qui m'angoisse un peu de me dire que ça devient des univers auxquels on doit adhérer avec tous ces trucs marketing. J'espère qu'il y aura toujours des films indépendants, qu'il y aura toujours des films avec des sensibilités différentes, qu'il y aura toujours des auteurs pour venir faire des œuvres nouvelles, qu'on continuera à financer le cinéma. Et en Belgique aussi, qu'on aura un renouveau cinématographique et de plus en plus de cinéma différents, j'espère. Et on se retrouvera au Festival de Namur dans 10 ans à parler des films et à rencontrer celles et ceux qui les font. C'est ce qu'on souhaite. Et pour fêter les 50 ans, du coup, dans 10 ans. C'est vrai, ouais. Ouais, oui, voilà. Parfait. Eh bien, un grand merci pour cette discussion très, très intéressante. Merci à toutes les deux. Merci. Vous venez d'écouter Entre deux prises, le podcast du FIF Namur créé à l'occasion des 40 ans du festival. Cet épisode a été écrit, tourné et monté par Camille Ospi, Hélène Lambert et Dylan Castaner. Merci à Cassiope Enaf du studio Tapage pour son accompagnement et ses précieux conseils, et à Artemis Productions qui nous a accueillis dans ses locaux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver sur www.enfif.be. Et à dans 3 semaines pour notre 7e épisode consacré à la représentation des minorités au cinéma.